Bonjour à toutes et à tous. Je suis activiste et je travaille avec le traité sur la non-prolifération des fossiles et nous allons aujourd'hui vous donner des informations. Si vous venez de vous connecter, vous pouvez vérifier la possibilité de suivre la réunion dans la langue de votre choix. Nous sommes ici issus de 17 pays qui ont adopté le traité. Nous savons qu'il y a une dynamique puissante derrière ce mécanisme que nous avons mis en place. Il y a des millions de personnes qui ont adopté ce traité. Et puis, il y a plusieurs leçons que nous allons apprendre des expériences d'autres campagnes. Donc, nous pensons que nous pouvons collaborer ensemble pour pouvoir travailler sur notre traité. Il y a des questions en rapport avec l'extraction des minerais, par exemple, ou encore l'utilisation des armes nucléaires. Et nous avons aujourd'hui notre communicateur qui est Strid Moyer, qui est le porte-voix humanitaire et qui travaille depuis plusieurs années sur les questions liées au au traité et aussi de travailler dans des zones où vivent plusieurs communautés et travaille également sur les questions liées aux océans. Donc, et la question ici, c'est de voir comment il a également reçu le prix Nobel de la paix. Et il a travaillé également sur des ministères de défense, par exemple. Donc, elle est également spécialiste sur les questions humanitaires et également dans l'initiative promeut également la non-violence, également les questions de paix et aussi les questions humanitaires et aussi les questions liées à l'intelligence artificielle. Et il est également travaillé avec le ministère des Affaires étrangères et aussi sur les armes nucléaires. Donc, c'est notre communicateur aujourd'hui. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs participants qui viennent du globe pour rejoindre cette réunion. Donc, nous allons commencer notre réunion. Merci. Merci d'être ici. Donc, c'est bien une bonne idée d'être ici pour voir la corrélation qui est entre la campagne que vous faites et le partage d'informations et les partages d'informations que nous avons. Nous avons appris beaucoup de choses sur notre initiative et nous aimerons partager cela avec vous. Donc, notre initiative est est, euh, donc, nous allons parler aujourd'hui du robot tueur avec tout ce que cela a en rapport avec notre initiative. Donc, il s'agit d'un processus qui est conçu pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir agir sur les champs de bataille, par exemple, et ceci dans les zones de conflit. Donc ici, les humains prennent contrôle de ce que ces robots tueurs font. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de risques que présente cette initiative parce qu'il y a des populations qui peuvent être victimes parce que ces robots tueurs peuvent agir même dans les situations très complexes. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des lois humanitaires
qui doivent être élaborées pour pouvoir définir si ces robots tueurs doivent être utilisés ou pas, et que les décideurs également doivent prendre leur part de responsabilité. Ici, la question est de savoir si ces robots tueurs peuvent prendre des décisions pour tuer ou pas. Voilà la question pour laquelle nous sommes là. C'est une question de technologie, c'est une question liée au conflit également. C'est bien sûr une collaboration qui existe également entre la société, entre les communautés et ce qui se passe sur les champs de bataille. Donc ici, c'est une technologie qui a un lien étroit avec l'intelligence artificielle. Ici, nous voulons faire comprendre quelle est notre part de responsabilité et lorsque nous voulons vraiment décider de l'utilisation de ces robots tueurs. Ici, la technologie ne peut pas vraiment définir qui doit être attaqué, qui ne doit pas être attaqué. Donc, ici, les questions liées à la technologie doivent vraiment être prises au sérieux. Aujourd'hui, par exemple, nous notons une inégalité entre la prise de cette décision, à savoir s'il faut utiliser les robots tueurs ou pas. Aujourd'hui, nous voulons avoir un traité pour pouvoir définir si les robots tueurs doivent être utilisés ou pas, s'il faut les utiliser lors des conflits. Et la question aussi est de voir qu'est-ce que le traité sur la non-prolifération des énergies fossiles a à voir avec ce traité sur l'interdiction des robots tueurs. Voilà la raison principale qui nous met ensemble ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons noter sur le terrain? Nous savons que nous voulons mieux comprendre cette technologie et c'est une question mondiale qui est vraiment assez passionnante parce que aujourd'hui, par exemple, le sud global est assez marginalisé en rapport avec la prise de certaines décisions. Aujourd'hui, nous notons également une forme d'injustice en rapport avec le sud global et nous savons bien sûr que le sud global est le plus à risque vis-à-vis de la prise de ces décisions. Bonjour à tous, merci beaucoup à tous. Merci de m'avoir invité ici. Je dirige l'initiative sociale du désarmement qui est une petite organisation qui fait partie d'une grande campagne. Nous faisons partie de réseau caribéen. C'est là qui travaille sur les questions sécuritaires et humanitaires. Nous faisons partie de ce soi-disant Sud global, mais nous pouvons dire que personnellement, je préfère dire que nous sommes le, la majorité mondiale. Nous voulons élaborer des normes sur le désarmement et sur les questions liées à la paix et à l'environnement. Nos voix ne sont pas vraiment écoutées lors des grandes décisions et ceux qui prennent les décisions principales. Dans mon pays, il est vrai, par exemple, que euh, il n'y a pas des systèmes d'armement autonomes qui sont développés dans ma zone. Aujourd'hui, le fait est là. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui,
Nous avons un défi à relever pour convaincre les autorités à comprendre que ce n'est pas une question de l'avenir ou encore une question du nord global ou encore des pays développés ou encore des questions de technologie parce que à travers le travail que nous faisons au niveau de ces lacs, sur le désarmement, nous avons réalisé que il y a une sorte d'armes autonomes qu'on appelle des armes à faible calibre, qui sont des systèmes d'armement autonomes qui existent, qui peuvent être répandus dans nos différents pays pour pouvoir organiser les crimes. Nous parlons d'un problème sérieux que nous rencontrons aujourd'hui, mais dans le cas de notre région, si vous me permettez de parler de l'Amérique latine, il est important de réaliser que nous avons une histoire et nous rencontrons aussi toute cette discrimination du colonialisme, de la domination et aussi de la résilience et de la résistance. Et nous sommes une voix qu'il faut écouter, pas seulement des voix qui viennent de... Et ça là, vous êtes là. Je pense que nous avons perdu Tessala. On espère qu'elle revienne tout à l'heure. Je pense qu'elle, voilà, vous êtes de retour, c'est bien. Entre-temps, nous avons perdu. On était au niveau où parler de la voix des communautés qu'il faut écouter. Je disais que nous, nous avons aussi cette créativité pour surpasser ce défi, mais cette créativité est basée sur des expériences de longue date en tant que d'activiste, en tant que défenseur des droits de l'homme ou encore de féministe où nos droits fondamentaux sont violés par nos propres autorités. Donc, je pense qu'il est très important de nous avoir dans cette campagne parce que nous avons des choses à dire et si nous voulons partager les questions liées au désarmement euh, au cours de l'histoire, nous avons quand même une connaissance, une expérience réussie des traités que nous avons signés qui a permis à l'Amérique latine d'être aujourd'hui, de se libérer des armes nucléaires. Celui-ci a également inspiré des processus régi- régionaux à travers sur la base de l'utilisation de ces armes-là. Et ce traité a été signé par 33 États dans notre région. C'est un élément clé, hein, un jalon sur lequel on peut se baser dans tout ce processus parce que c'est la première fois que les gouvernements et aussi la société civile se sont euh, tombés d'accord pour avoir une discussion avec les Nations Unies. Et ceci, c'est une convention sur les armes et parce que ce processus a été bloqué pendant plusieurs décennies. Donc, il faut quand même utiliser un espace démocratique. Et ensemble, ils ont fait cette déclaration parce qu'ils ont fait appel à une action urgente, une initiative urgente qui soit juridiquement contraignant. C'est pas seulement symbolique, mais cela a inspiré tous les processus régionaux et plus spécifiquement dans le sud global, par exemple, à Manille, en Philippines, au niveau de la CEDEAO, dans la zone ouest africaine. Aujourd'hui, nous pensons que c'est une nouvelle tendance de leadership qui
concerne la géopolitique et aussi cela se base sur un intérêt lié, un intérêt humanitaire. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup à cela. J'ai vraiment apprécié les idées que vous avez partagées. Vous parlez de Philippines, par exemple. C'est notre gouvernement, par exemple, c'est dans ces zones quand même qui vivent des situations dangereuses. Donc, dans le nord global, par exemple, nous avons noté la même chose. Donc, c'est vraiment une conversation que l'on doit avoir au sein de nos différents pays. Même si nous ne sommes pas dans des pays développés, il va falloir quand même discuter cela. J'ai aimé que nous ne voulons pas seulement faire entendre notre voix hein, qui est teintée de peur et de peine, mais aussi faire écouter notre voix en tant que leader, en tant que des personnes qui font des propositions et qui ont assez de force pour pouvoir agir. Et vraiment, nous devons avoir une collaboration régionale qui permettra de renforcer notre capacité de pouvoir agir. Merci beaucoup à Rachel pour tout ce que vous avez mentionné en termes de votre défi. Donc, j'espère que euh, vous avez travaillé avec plusieurs campagnes, vous avez écrit des récits, vous avez partagé les différentes connaissances que vous avez. Voilà, je vais euh, revenir encore pour dire que c'est une question de créativité qui est très importante, ce que nous avons appris des leçons par le passé, nous avons appris des leçons les uns des autres. Donc, c'est une question de créativité. Donc, il faut maintenant aborder les nouveaux défis comme cela se doit. Donc, c'est très important et donc on doit mener ceci à l'échelle mondiale. Nous comprenons que c'est un véritable défi. Aujourd'hui, nous devons écrire un récit global autour de cette question de traiter et nous devons émettre également des suggestions euh, pour savoir comment le processus doit vraiment fonctionner. Plus nous essayons de trouver la voie hein, et sortir de ces défis, plus nous aurons la possibilité de nous positionner et pouvoir arriver à communiquer efficacement sur la question. Nous savons qu'à travers les années passées, nous avons quand même obtenu un récit assez puissant, assez percutant sur ce que nous avons vécu. Donc, c'est un processus toujours en cours et qui se déroule depuis plusieurs décennies déjà. Et je pense que c'est quand même, le contexte n'est pas aussi facile. Le fait de promouvoir l'idée, de pouvoir élaborer des normes de sécurité, tout cela est très important. Le contexte n'est pas aussi facile. Il y a assez de pression que nous ne pouvons pas ignorer. Il y a plusieurs communautés dont la vie est en danger. Donc, je comprends, hein. Ma collègue a déjà parlé de cela. Parfois, c'est coincé. Comment il faut mener des discussions, des cas de discussion avec les Nations Unies, par exemple, pour présenter la situation et savoir concrètement quoi faire. Ça donne vraiment assez de pression, mais quand même, il va falloir et disposer d'un mécanisme à suivre à tous les niveaux pour qu'on puisse avancer. C'est vrai, c'est un processus continuel. Du côté du nord global, je pense que il est important de reconnaître le potentiel que nous avons d'élaborer des normes, des, 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 des lois qui doivent encadrer ce processus pour que la plupart des communautés ne soient pas affectées ou leur vie ne soit pas touchée par euh, ces systèmes-là. Je peux parler du Sierra Leone, je veux parler des Philippines, par exemple. Donc, il y a toujours un travail à faire en la matière.
Merci. Vous savez, c'est un défi pour nous tous de continuer par avancer, de pouvoir continuer par faire la différence. Et c'est bien de, d'établir la signature de ce traité-là comme étant un objectif à atteindre. Euh, Ce sera bien si un jour nous disons oui, nous avons obtenu le traité. C'est vrai, c'est un véritable défi pour nous tous. Par exemple, comme l'exemple qu'a donné ma collègue qui a mis ensemble le Caraïbe et l'Amérique du Sud, c'est quand même un processus pas aussi facile. Le fait de mettre ensemble plusieurs idées pour obtenir un résultat efficace. Ça, là, vous avez la parole. J'aimerais dire également que nous devons changer la mentalité qui prend la décision, particulièrement dans le domaine militaire, en rapport avec les questions de sécurité, parce que, comme je l'ai entendu récemment, la sécurité pour qui? Qui décide? Nous continuons de penser à la sécurité militarisée, par exemple, faire en sorte que les communautés marginalisées deviennent plus vulnérables, mais aussi c'est une autre façon d'être que les diplomates doivent utiliser. Non seulement les diplomates, mais aussi les gouvernants pour transformer le mécanisme et de nous dire qu'ils sont en train de faire le travail, ils recherchent des options. Par exemple, je pensais à cette conférence qui n'est pas contraignant en termes de l'intelligence artificielle responsable. Donc, il y a quand même une implication des Nations Unies dans cela. Nous travaillons aussi notre responsabilité en rapport avec l'intelligence artificielle euh, pour que nous puissions, nous voulons quand même arriver à un mécanisme contraignant. Bien sûr, comme une campagne globale, nous ne sommes pas en train de faire un plaidoyer. Nous devons être vraiment authentiques et utiliser nos différentes énergies pour pouvoir obtenir un résultat concret. Nous ne voulons pas utiliser notre énergie pour convaincre ceux qui sont déjà convaincus, mais cette forme d'argumentation est assez puissante avec le gouvernement. Nous essayons de convaincre les gouvernements qu'il est très important de rendre ces mécanismes contraignants. Il y a d'autres espaces, par exemple, euh, où nous trouvons l'idée, nous sommes en train de faire de notre mieux, mais il y a aussi l'importance de rendre les mécanismes assez contraignants. Parfois, nous perdons du temps, ce que nous ne voulons pas faire. Il est important que nous essayons de faire l'équilibre entre les questions technologiques et les questions diplomatiques, les questions de négociation. Donc, c'est un autre élément qui est important, dont il faut tenir compte dans notre campagne. En général, cela parle de l'intelligence artificielle qui fait que les armes autonomes deviennent de plus en plus dangereuses. C'est quelque chose que beaucoup de gens pensent être utile pour l'humanité, mais au vu de ce que nous avons observé au sein des gouvernements, la question des armes autonomes en lien avec l'intelligence artificielle, j'aurais préféré quand même que ce soit un sujet spécifique, le sujet principal de leur agenda. Et parce que nous parlons de la vie humaine, c'est une question de vie ou de mort. Donc, nous devons faire face à la chose de façon concrète. Autre chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'au début
la campagne a commencé avec une approche préventive parce qu'il n'y avait pas de menace dans l'utilisation de ces armes autonomes. Mais comme vous pouvez le savoir, nous sommes en train de rencontrer un problème terrible. Même nous pouvons dire que euh, ces, euh, euh, ces armes, il faut maintenant essayer de prouver si c'est vraiment autonome. Nous observons ce qui se passe au niveau de Gaza et l'utilisation des algorithmes dans les des algorithmes en rapport avec l'IA. Je sais que ce n'est pas le sujet du thème qu'on a aujourd'hui en rapport avec les armes autonomes, mais puisque nous parlons de questions humanitaires, nous sommes, nous observons, nous ne pouvons pas éviter de parler de ce sujet ou de ce problème-là. Nous sommes en train de parler aussi dans nos différents espaces, dans nos différents forums, parce que c'est mon point de vue personnel. Nous venons nous venons de différentes zones d'Amérique latine, de l'Asie. Nous pouvons accepter le silence. Nous devons briser le silence dans notre façon de faire les choses, mais aussi avec cet objectif que nous avons en vue de créer, d'établir la paix. Pour moi, c'est un élément euh, délicat que nous ne devons pas oublier. Particulièrement, je comprends que nous avons différents processus. J'ai parlé du processus diplomatique avec la société civile. Nous avons des agences, même à l'échelle nationale et régionale. Nous devons vraiment faire attention à cette situation désastreuse qui est liée à la cause que nous défendons. Merci, Salah. Merci d'avoir parlé de Gaza et de Palestine également. Ceci, nous comprenons que, comme vous l'avez dit plus tôt, il, il- 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 il y a la question de l'intelligence artificielle en rapport avec les armes autonomes et qu'il faut reconsidérer. Et nous devons aussi briser le silence. Je ne sais pas trop, mais je pense que les Nations Unies également essaient de voir comment ils parlent de la question de l'IA. Comme vous l'avez dit, il est important quand même de briser le silence et de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer clairement. J'ai écouté, j'ai entendu parler de tous les défis. Aujourd'hui, c'est la même chose hein, que nous vivons avec les énergies renouvelables, hein, avec les industries qui polluent, la raison pour laquelle les États font la guerre, hein, c'est parce qu'il y a du pétrole ici et là. Et donc, nous voyons qu'il y a un lien intrinsèque entre la lutte que vous faites et la lutte que nous faisons. Le traité sur l'interdiction de ces armes autonomes et l'interdiction des énergies fossiles. Vous avez également parlé de processus diplomatique. Oui, nous avons compris qu'il est important que nous faisons comprendre aux décideurs que c'est la vie humaine qui est impliquée. Et ici, c'est de voir comment nous devons continuer dans ce dynamisme. Nous avons quand même des défis et comment on peut sortir de cela. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut sortir de cette réalité. Je pense que
C'est une question de flexibilité politique et sur laquelle il faut se focaliser. Il est clair que le système de prise de décision également doit être bien objectif. Et donc, je pense que il y a une opportunité pour nous de nous engager, mais comme on l'a dit, on veut également nous focaliser sur les résultats issus de notre processus aussi. Il y a plusieurs directives peuvent être prises, mais je pense qu'il est très important d'être flexible en tant que coalition pour pouvoir réagir face aux décideurs. Donc, les organisations comme les nôtres doivent être vraiment utiles pour essayer de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc, je pense que en termes de, de maintenir la positivité, il est important quand même de nous rendre compte que les hauts et les bas existent toujours. Faut toujours arriver à célébrer les moments, les grands moments que nous avons, nos victoires. C'est très important lorsque vous avez une nouvelle voix qui nous rejoint dans la coalition, lorsque nous avons pu obtenir une réussite. Rassurons-nous que nous célébrons cela et par exemple, le cas de l'Amérique latine ou encore des Caraïbes dont on a parlé, le communiqué de la CEDEAO, par exemple, c'est une victoire régionale. Donc, on peut ensemble célébrer cela. On veut s'assurer que nous voyons ces victoires comme étant des points positifs à célébrer. Je pense que dans une certaine mesure, nous devons essayer de travailler pour élargir nos cadres de travail pour voir quels résultats on a, pas forcément des résultats immédiats, mais de voir dans le long terme ce que nous pouvons obtenir et savoir que nous devons maintenir le dynamisme et continuer par travailler. Et cela permet de pouvoir travailler de façon positive et aussi de maintenir les dialogues avec les décideurs. C'est vrai, on ne va pas seulement dire que c'est seulement quelque chose pour l'avenir, mais c'est selon chaque jour et ce que nous obtenons, on doit essayer de célébrer cela. Donc, ça fait partie. Je pense que on doit apprécier le travail que nous faisons. Ce n'est pas toujours facile de travailler ensemble. Il y a d'autres réalités. Certains sont vraiment difficiles à vivre, d'autres sont vraiment des personnes adorables et joviales. Mais dans tout cela, malgré ces difficultés, on doit quand même comprendre que nous sommes une coalition, que c'est une campagne, une campagne collective donc, on doit trouver les moyens de nous parler, d'échanger les uns les autres et garder toujours le sens de progrès, d'avancement, euh, qu'on puisse atteindre un objectif particulier, spécifique. Merci beaucoup, Rachel, Salah. Je suis d'accord avec Richard et je pense que un élément clé pour pouvoir arriver à continuer le travail, ne pas perdre l'espoir du tout, c'est de pouvoir célébrer chaque victoire. Et ce ne sont pas de petites victoires, c'est important que nous les célébrions, mais nous avons fait beaucoup de choses. Une chose dont je parle personnellement, qui m'a inspiré dans cette campagne, c'est de ne pas essayer de penser que on se voit après. C'est que il y a un héritage, il y a d'autres campagnes humanitaires que vous avez mentionnées au début de cette réunion qui, avec des leaders clés qui nous ont inspirés, que ce soit les armes nucléaires. La plupart de ces campagnes nous ont inspirés
Et donc, mes collègues de CELAC ont été des acteurs clés dans ce processus. Et j'ai pris part également dans ce processus. Nous nous connaissons les uns les autres. Nous travaillons ensemble avec nos collègues et nous savons que nous sommes tous des humains et qu'un élément essentiel que je dis, c'est que c'est vrai que dans le travail que nous faisons, nous parlons avec le gouvernement. Parfois, nous devons vraiment être techniques, nous devons être spécifiques, parfois on est froid, mais nous essayons de nous rappeler quel est notre objectif spécifique, la raison pour laquelle nous sommes ici, pourquoi nous continuons par faire la lutte que nous faisons. Et d'une autre façon, nous sommes en train, nous ne sommes pas en train d'attendre, nous sommes en train de faire des propositions de différentes manières de vivre. Et je vais donc, comme Richard l'a dit, cette, euh, ce résultat, hein, euh, le cas de l'Amérique latine, par exemple, ce n'est pas seulement la société civile qui l'a fait, mais c'est la victoire de l'État et c'est vraiment important enfin de prendre des décisions et de nous tenir devant les puissances dans ces différents espaces. Par exemple, la convention de la commercialisation des armes, vous allez voir la délégation qui vient du Sud global, qui sont vraiment très peu. Peut-être un diplomate parle de différents armements et différents sujets. Ils ne comprennent vraiment pas ce, ce qu'est le problème. Et, et tout le pays, ils ont une grande délégation avec seulement deux ou un peu d'experts qui essaient de faire comprendre les différents armements qu'il faut interdire et cela continue encore et encore. Donc, cette forme de victoire, par exemple, en Costa Rica, est très important. Il faut comprendre qu'ils peuvent changer cette tendance et ils se sentent beaucoup plus sécurisés en vue de partager leur point de vue. Nous, en tant que dans la société civile, nous sommes en train de les accompagner et de la part de CELAC et nous sommes en train d'analyser aussi de façon profonde quel est l'impact de notre activité dans notre région euh, avant euh, la, avant l'extension de ces armes autonomes. Peut-être nous ne le faisons pas comme nous entendons le faire, mais cela nous montre que euh, l'objectif que nous voulons atteindre dans l'avenir n'est pas aussi loin de nous. Et nous comprenons la complicité de ce que nous faisons aussi. Donc, euh, je pense que voilà. Merci. Merci à vous deux. C'est assez inspirant et nous avons oublié de célébrer nos victoires. Nous avons oublié de voir comment les organisations des organisations humanitaires ont travaillé avec nous au cours des derniers moments d'activité. Au début, je pense que une chose qui était importante pour nous, c'est de travailler ensemble. Comment pensez-vous que le climat et le désarmement peuvent avoir un lien commun? Je pense que peut-être que il peut paraître des sujets différents avec différentes luttes autour du militarisme ou du capitalisme ou autour de nos différentes relations entre les pays
ou encore les structures institutionnelles, rapport avec la communauté, avec la société, c'est quand même d'essayer de trouver le moyen par lequel nous pouvons communiquer sur ces deux éléments clés. Je pense que c'est aussi bien fondamental de croiser les différentes perspectives à l'échelle globale, mais il est important que nous comprenons ce que font les pays du Nord, par exemple, et que nous puissions lier l'activité que font ces différents pays avec ce que nous faisons. Les questions, les personnes peuvent ne pas être intéressées par un sujet, mais plutôt par d'autres. Mais je pense qu'en tant que communauté, nous sommes parfois isolés. Nous avons travaillé par le passé sur des politiques euh, d'armement, mais il faut comprendre que ce que nous faisons va bien au-delà de ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il y a une véritable corrélation entre ce que vous faites et ce que nous faisons. Donc, nous devons célébrer le fait que le traité existe déjà, mais lorsque nous regardons par derrière, nous allons remarquer nos différentes étapes, les pas que nous avons posés. Je pense qu'il est très important de nous rappeler des leçons que nous avons apprises des différents processus. Par exemple, la manière dont une de nos stratégies a été plus réussie que l'autre. Et dans différentes situations, nous devons garder à l'esprit que tout ce que nous faisons est possible et il ne faut rien voir d'impossible dans ce que nous faisons. Nous allons quand même arriver à faire de l'impact à travers nos différentes actions et apporter le changement. Merci Rachel, salam. Merci pour cette question. Je pense que pour nous, nous sommes invités à agir et à élaborer et à créer un chemin. Et dans le cas du travail que nous faisons en rapport avec le système d'armes autonomes, les discussions que nous avons avec les gouvernements, ils sont en train de mettre ce sujet dans leur agenda. Par exemple, la réunion de Manille en 2023, il y a eu un atelier de travail où les États ils ont parlé hein, de l'impact euh, de, de ces armes. Donc, par exemple, que euh, les armes autonomes, les armes automatiques peuvent affecter les populations marines, par exemple, les espèces marines, aussi en rapport avec les changements climatiques, la justice climatique. Nous parlons de système d'extractivisme. Et donc, nous devons essayer de comprendre que la question de le changement climatique entraîne des guerres, des systèmes de colonialisation, le système patriarcal et tout cela sont vraiment liés. Donc, nous voulons faire entendre la voix des communautés indigènes. Nous pouvons défendre
ou bien expliquer ce que signifie la sécurité pour les communautés. Nous devons comprendre que les deux thématiques sont interdépendantes. Quand nous parlons des robots tueurs, des questions d'énergie fossile, il y a un lien entre ces deux éléments. Merci pour cette opportunité. Nous apprenons les uns des autres. Merci beaucoup pour cette idée puissante que vous avez énumérée. Avant de réfléchir à quelqu'un de question de la part des invités, sentez-vous libre de lever la main, d'ouvrir votre micro ou encore d'exprimer votre idée dans la boîte de dialogue. Alex, bonjour. Merci à Rachel pour cette réflexion, aussi pour le travail que vous avez fait sur cette question. J'aimerais demander à savoir, la question est assez complexe. C'est une question technique. Comment vous avez pu surfer entre ces différentes idées-là, que ce soit le changement de comment est-ce que vous avez changé la voie, comment vous allez réfléchir avec les diplomates, comment est-ce que vous êtes arrivé à pouvoir faire comprendre au public votre engagement, euh, comment vous avez pu trouver cette opportunité de travail avec les diplomates, par exemple. Je me rappelle que lorsque nous préparons cette session, une question similaire était venue. Je- Comment est-ce que vous êtes arrivé à surfer entre les différentes audiences? C'est une question importante. C'est pas aussi facile. La discussion technique dans l'espace diplomatique, c'est la question de terminologie, c'est contextuel. Nous sommes dans un environnement politique, donc c'est vraiment difficile pour les personnes de se sentir rassurées, de pouvoir parler des politiques et de parler de ce sujet aussi dynamique. Ce sont des éléments dont nous parlons peut-être. Ici, c'est l'idée de pouvoir renforcer la capacité des diplomates et aussi, tout d'abord, c'est de pouvoir renforcer la capacité des membres du réseau et de leur faire comprendre la question pour qu'ils puissent se sentir assez rassurés et pour que nous puissions bien utiliser ces espaces diplomatiques pour nous exprimer. Donc, puisque j'ai fait, il y a beaucoup de choses que nous avons pu faire avec les gouvernements qui m'ont amené à m'engager, à parler de cette terminologie diplomatique. Et c'est vrai, hein, euh, cela ne nous empêche pas quand même de nous exprimer dans les espaces publics. Bien sûr, hein, quand nous voulons parler au grand public et quand il faut parler aux diplomates, ce n'est pas la même chose. C'est deux espaces carrément différents, mais on doit s'assurer que ce soit assez équilibré. Et c'est important de savoir quel terme utiliser pour que nous puissions mener adéquatement la campagne. Il y a l'importance pour nous de maîtriser l'art oratoire et l'art de communiquer efficacement avec ces personnes. Et de toutes les façons, cela a été un véritable challenge pour nous, mais ça marche. Surtout les idées clés, nous avons pu les partager. Et rapport avec les différentes communautés, comment est-ce que vous êtes arrivé à
surfer. J'aimerais mentionner que c'est un véritable défi pour nous. Je suis entré dans la campagne pour d'abord comprendre tout. Ça a été une question compliquée. Arriver à comprendre les définitions, euh, les terminologies, l'intelligence artificielle, tout était complexe. Donc, je pense que la campagne a fait que nous avons fait en tant que coalition, nous a euh, donné une certaine explication parce que nous travaillons dans différents processus humanitaires, d'autres dans le secteur des armes. Ne parlons pas des armes physiques, mais nous parlons de notre système. Donc, je pense que dans mon cas, nous sommes arrivés à contacter les experts de, de l'IA, des ingénieurs dans nos différentes régions, dans mon pays, par exemple, pour avoir des conversations avec ces personnes, pour mieux comprendre ces notions et de comprendre aussi, ils ont compris aussi que si nous sommes arrivés à pouvoir parler avec les humanitaires du Pérou, par exemple, par rapport avec les robots tueurs, et ils vont dire, mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous parlez d'une question liée au futur. Aujourd'hui, les gens sont surpris quand ils entendent parler de ces questions liées à la technologie. Donc, nous essayons d'adapter nos récits. Dans le cas de mon pays, par exemple, je sais que je dois partir de zéro en expliquant le concept, en parlant, le travail futur que nous allons faire. Et comme je l'ai dit plus haut, il y a un besoin de pouvoir nous focaliser sur nos réalités, nos pays, et aussi nous devons créer ce lien pour parler des crimes organisés, par exemple, qui est une menace considérable dans la sécurité dans notre région. Nous voulons aussi inviter les gens des universités qui travaillent sur cette terminologie. Par exemple, dans mon cas, je fais partie euh, d'un réseau de féministes humanitaire à Massoudou qui travaille sur les crimes organisés, les menaces liées aux crimes organisés. Donc, c'est une autre opportunité pour moi aussi d'inviter toutes ces personnes qui travaillent sur différentes thématiques, d'être plus engagées. D'autre part, oui, la campagne mondiale en rapport avec notre recherche, nous avons fourni beaucoup d'informations techniques euh, que nous utilisons pour discuter avec les diplomates et les politiques et pour comprendre le mieux le sujet. Mais autre chose, notre secteur, si je peux dire que notre secteur dans lequel j'aime travailler, c'est avec les jeunes dans les universités. Pour moi, j'ai rencontré organisé des ateliers avec les journalistes, avec les jeunes au Pérou et un concept clé avec le travail profane sur lequel nous devons réfléchir, c'est l- la digitalisation de l'homme. Nous comprenons que c'est un processus dans lequel nous avons euh, délégué aux machines la capacité de réfléchir pour nous. C'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Par exemple, nous écoutons euh, différentes choses sur Netflix, par exemple. Nous choisissons, nous faisons nos choix, mais en fait, ce sont les algorithmes qui sont conçus pour nous faire voir ces choix-là, qui nous montrent ces films ou ces réalités, ces télé-réalités, mais la plupart du temps, de ces réalités, c'est que l'automatisation est répandue aujourd'hui et ça risque de toucher le domaine militaire et nous parlons de notre vie aujourd'hui. Lorsque nous faisons cette connexion
Le concept est assez puissant, particulièrement lorsque nous travaillons avec différentes euh, organisations et différentes communautés, parce qu'il y a quelque chose qui leur concerne. Donc, un élément clé en rapport avec ces personnes, c'est d'essayer de trouver euh, cet élément clé de leur vie. Et selon chaque public, il faut qu'il y ait une meilleure connexion pour qu'on leur fasse réfléchir, pour qu'ils disent oui, j'ai compris, et ceci fait partie également de ma vie et tous les jours. Donc c'est comme j'aime ce travail de créativité où nous adaptons les questions techniques aux questions euh, de vie quotidienne, des questions très complexes pour faire comprendre cela par les publics. Merci beaucoup. Nous avons encore une dernière question. Donc, quelle question vous aimeriez laisser au public aujourd'hui? Sur quoi voulez-vous que nous réfléchissions après cette session? Je sais que vous avez posé cette question. Je ne vais pas formuler une question spécifique, mais bon, je pense que lors de la dernière négociation sur le traité, dans les conférences préparatoires en vue de l'année dernière, quel, quel est l'élément essentiel pour vous? Quel meilleur système logistique mettez-vous dans votre package? Je suis direct. C'est une très bonne question. Et celle-là, je pensais, je pense plus que d'un point de vue activiste et la capacité d'engagement, comment nous pouvons résister à ce narratif en rapport avec le caractère inévitable euh, des armes autonomes. Donc, nous ne pouvons pas aussi arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Comment est-ce que nous pouvons changer ce narratif tout ensemble? Merci beaucoup. Merci à vous deux. Ce sont des éléments intéressants que nous avons eus de ce que vous avez partagé avec nous. On a vu l'interconnectivité qu'il y a entre ce que vous parlez, les énergies fossiles, avec la guerre et avec les changements climatiques, le système colonial qui canalise tout ce mécanisme-là. On doit garder à l'esprit que le système veut que nous travaillons en îlot et de pouvoir lutter les uns contre les autres, mais nous devons mieux comprendre cette réalité pour que nous voyions le lien qu'il y a entre ce que nous faisons. Vous avez fait un bon historique, hein, vous avez retracé l'histoire en quelque sorte, et c'est vrai et intéressant. J'ai une idée qui est intéressante, c'est que nous devons comprendre également l'importance de savoir que certaines réalités sont inévitables. Donc, cela nous permettra que nous puissions avoir un avenir juste sur le plan climatique et autres. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vais juste vous demander de voir si nous pouvons prendre une photo avec nous, si possible. Et juste après, nous allons couper nos différents micros et on va pouvoir se séparer. On va prendre nos images. Merci à toutes et à tous. On doit continuer l'action
et continuer le dynamisme. Donc, continuez à converser avec nous et continuons à apprendre. Les sessions précédentes seront disponibles, tout comme celle-ci, sur notre site Internet. Euh, Nous avons le sommet qui va se dérouler du 8 au 12 septembre en ligne. Ce sera la conférence sur la non-prolifération des énergies